Respectez les précautions d'emploi. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est le début de notre enquête, 9h09. Merci d'être avec nous dans le Grand Matin jusqu'à 10h avec vous. Véronique Jacquier, on fait un point sur cette question. Le Rassemblement national est-il la seule opposition à Emmanuel Macron ? Bon, question un peu provoque, Bah, on oui. l'avoue, mais comme évidemment, parlons vrai sur Sud Radio, mais on regarde aussi ce qui s'est passé dans les urnes en fait dimanche. Oui, Véronique. tout à fait. Le Rassemblement national a gagné. Alors, il y a eu une forte mobilisation, mais 570 000 voix par rapport au scrutin de 2014. Alors, pour les auditeurs de Sud Radio, le Rassemblement national est-il la seule opposition à Emmanuel Macron ? Eh bien, c'est ric-rac, c'est non à 51%. Ah oui. Je vous lis des commentaires. Alors, le pourquoi du non ? Non, ça revient assez souvent. Non, car le RN est la marionnette d'Emmanuel Macron. Il doit avoir, le président, des oppositions crédibles face à lui. De toute façon, le président ne sera pas éternel en politique, donc il faut déjà reconstruire l'après. Liberté et humilité nous dit, en ce moment, oui, le Rassemblement national est la seule alternative, la seule opposition. Il y a peu de place pour la subtilité dans ce pays. Entre le mondialisme dogmatique mondain et le populisme facile, une alternative qui part du peuple pour remettre en place la liberté, la responsabilité et l'humanité comme boussole est malheureusement peu audible. Et puis, troisième commentaire, parce qu'il est très éclairant aussi, c'est celui d'Éric qui nous dit bien sûr que non, le Rassemblement national n'est pas la seule force d'opposition, mais en ce moment, les oppositions sont atomisées façon Pulse. Donc, le temps que de vrais leaders émergent, on aura l'impression que c'est la seule alternative. Il faut des chefs avec des idées claires, de la fermeté, pas des faiseurs de petites phrases. Voilà où on en est. On en parle bien entendu avec Jean-Lin Lacapelle, qui est délégué national du Rassemblement national, qui est vice-président du groupe RN au Conseil régional Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Avec Nicolas Desmoulins, qui est député de l'Hérault pour La République En Marche et qui est vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Il y a aussi Alain Houpert, sénateur, membre des Républicains de Côte d'Or. Bonjour. Et puis Karim Adeli, eurodéputé réélu pour Europe Écologie Les Verts. Bienvenue sur Sud Radio. Directement au standard, 0826 300 300 avec Paul qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Paul. Bonjour, comment allez-vous? Nous très bien. Et vous ? Bonjour à tous vos invités. Oui, voilà, il vous écoute. Alors, je vais Paul. répondre. Oui. Voilà, il y a les deux bords qui m'intéressent qui sont là. Oui. Je vais répondre non. Oui. Non à une seule condition. C'est que les Républicains, comme le RN, mettent leur ego dans leur poche. S'ils font des alliances, ils sont gagnants-gagnants. Le père Le Pen a disparu. Le père Le Pen, il est à gauche, c'est Mélenchon. Oui. Le Rassemblement national a changé. Et je vais m'adresser aux sénateurs républicains, je crois qu'il y a Alain Houpert. Oui. Voilà, je vais m'adresser à lui. Oui. Monsieur, j'ai fait les campagnes RPR, UDF de l'époque, avec un dénommé André Rossi, ancien ministre du Commerce extérieur de Valéry Giscard d'Estaing, avec Degnon sur le Loiret, avec plein d'autres mondes. Où sont passés tous ces gens-là? Où est passé ce qu'ils portaient? Ouais. Ça, je voudrais que vous me répondiez. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois dimanche dernier? J'ai été voté Rassemblement national. Ah oui, pour la première fois, c'est ce que vous dites, J'ai changé de camp en 45 ans. Qu'attendez-vous? Arrêtez quand j'entends Madame Pécresse. Tous ces gens-là, ça me donne des boutons, ça me donne l'orticaire, monsieur. Bon, Paul, on va poser la question à Alain Houpert. Donc, visiblement, Paul, qui n'a pas été le seul, parce que c'est ce que donnent en fait les instituts qui ont mené des enquêtes, où il y a beaucoup de gens qui ont hésité jusqu'au dernier moment, et certains qui n'ont pas voté Bellamy pour voter soit Marine Le Pen, notamment pour faire aussi barrage entre guillemets si je puis dire, ou voter contre Emmanuel Macron. Il se reconnaît plus dans les Républicains d'aujourd'hui. Absolument, oui. Alain Houpert. Monsieur, cher auditeur, je peux appeler Paul. vous appeler cher Paul, Oui. cher compagnon, puisque vous avez fait partie du RPR, vous avez fait des campagnes. Je suis triste de ce que vous dites. Cette campagne, elle a été très manipulée. Les estimations ont été très dangereuses pour nous avec ce combat annoncé LREM, Rassemblement national. Les dés étaient pipés. Les gens, je suis un homme de terrain. Hier, j'étais sur le terrain, je suis allé voir des maires qui eux aussi sont des courroies de transmission, qui m'ont dit qu'il y a eu beaucoup de votes contre Macron, en votant
LREM, Ce que en dit Paul, votant Rassemblement National, et d'autres auditeurs qui vont sans doute nous appeler peut-être. contre Rassemblement National en votant Macron. Et effectivement, beaucoup de gens de chez nous sont allés voter pour le Rassemblement National ou pour Macron. Cette élection a été complètement pipée parce que quel est l'enjeu ? Combien il y aura le même nombre de députés entre la République En Marche et le Rassemblement National ? 23. 23. Quel est l'enjeu ? Ça ne sera pas le tsunami qu'on a vu pour les élections législatives, où on a envoyé plusieurs centaines de députés LR En Marche, où il y a un mouvement derrière le président de la République. Je crois que le président de la République a hystérisé le débat. Il a choisi son adversaire idéal pour reproduire en 2022 ce qui s'est passé en 2017. Oui. Nicolas Desmoulins, puisque vous êtes de la République En Marche, c'est le chef de l'État qui est à l'origine de ça, alors si on écoute Alain Houpert. Écoutez, moi j'ai pas entendu la même chose de l'auditeur. Paul qui est toujours avec nous. Paul. Enfin, il m'a semblé bien entendre que il voyait dans les Républicains ce que nous on ressent depuis quelques mois, c'est qu'aujourd'hui avec la ligne Wauquiez, on sent que les Républicains se sont rapprochés dangereusement des idées du Rassemblement National. Alors on pourrait peut-être lui reposer la question, ça serait intéressant. J'ai pas du tout senti qu'il faisait un vote forcément sanction de Macron, mais tout simplement quand on avance des idées effectivement qui s'approchent avec Wauquiez, du Rassemblement National, on préfère voter pour l'original que pour la copie. Enfin, c'est un peu ce que j'ai entendu. On va continuer avec nos invités, mais Paul, c'est un peu ça, du coup, non ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Je voudrais poser une question à monsieur le sénateur. Décidément. Attendez, mais il y a d'autres invités. C'est avec plaisir. Monsieur. J'ai rencontré le sénateur Marc en Aveyron, vous devez le connaître. Bien sûr. Je le connais très bien, Alain Marc, quand il était député et tout ça. Ouais. J'ai toujours été à ses côtés. Je le lui ai dit, je le lui ai écrit, prenez les 3 feuilles que je lui ai données. C'est des choses que l'on ressent, nous, sur le terrain. Il faut faire quelque chose, il faut arrêter de vous comporter comme vous vous comportez aux Républicains. Ça ne peut pas durer. Il faut arrêter ces combats. On se croirait des combats entre Républicains, vous dites alors. Comment ? Des combats entre Républicains. Voilà. On croirait revenir au combat Giscard-Chirac. Cher Paul, qui a créé le Front National ? C'est François Mitterrand. Et à l'époque, ça arrangeait tout le monde, 15% de Front National. Ça arrangeait tous les indécis pour... voilà. Oui, mais ça c'est C'était un combat. Mais maintenant, ça dérange tout le monde. Mais Paul, moi j'ai une question pour Paul. Est-ce que vous souhaiteriez un rapprochement entre LR et le Rassemblement National ? Vous voudriez l'union des droites, Paul ? Moi, je souhaiterais l'union des droites aujourd'hui qui a plus le père Le Pen. Puisque le père Le Pen, aujourd'hui, je le dis très sincèrement, il est à gauche, c'est Mélenchon. Mélenchon, il ne faut pas qu'il s'étonne d'avoir pris une gamelle comme il a pris. Oui, c'est vrai. On avait Éric Coquerel ce matin. Alors justement, on va donner la parole aussi au Rassemblement National et puis à Karima Delli. Karima Delli, les Verts, qui sont plutôt de gauche, eux ont réussi à se faufiler quand même, aller dans un trou de souris pour l'élargir un petit peu et profiter de cette rivalité entre le Rassemblement National et puis Emmanuel Macron, non ? Non, on n'a pas été dans un trou de souris, excusez-moi de vous le dire, mais on ne s'est pas trompé d'élection, on n'a pas menti, on n'a pas refait le jeu de la présidentielle, parce que nous considérons que l'Europe est important, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne s'est pas trompé d'élection, parce que c'est l'échelon où on peut régler l'urgence sur lequel tout le monde est un petit peu en train d'en parler à la veille d'élection, on prend l'écologie comme un gadget, sauf que désolé les gars, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de monsieur sur la table. Désolé pour vous, parce que aujourd'hui, on est en train de voir cette jeunesse qui est la première génération qui subit le dérèglement climatique. Quand on est en février, il y a 20 degrés. C'est scandaleux. Lorsqu'on voit la perte de la biodiversité, c'est scandaleux. Madame faisait sa chronique de presse en parlant de pollution. Mais c'est quoi ce monde ? Et là, moi, je crois qu'on a un problème de fond. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite partout en Europe, où le libéralisme à outrance qui nous a amené un modèle sur justement un système destructeur de la planète, aujourd'hui, on voit bien que ce ne sera jamais des remèdes à l'ensemble des crises, c'est le symptôme. Et là, vous pouvez devenir une véritable force d'opposition au pouvoir actuel, à Emmanuel Macron, justement autour de vos valeurs. Mais nous, notre opposition, elle est tout de suite de dire il faut endiguer le dérèglement climatique et de mettre la pression notamment à un gouvernement, et je suis désolée de vous le
le dire. Nicolas Desmoulins qui est là. Non, mais je suis désolée. Oui. Mais les gouvernements passent et il n'y a rien qui est fait. Là, aujourd'hui, tous les rapports nous disent il nous reste 10 ans. Moi, j'ai travaillé un peu dans le Grenelle de l'environnement. C'était en 2007. En 2007, il y avait déjà une feuille de route. Qui a mis en place la feuille de route? Personne. Aussi M. Sarkozy que M. Hollande. Et aujourd'hui, on a une génération qui dit mais vous êtes en train de nous voler notre avenir. Et je trouve que c'est assez égoïste. Donc maintenant, ça suffit. La bataille, elle est plus de savoir justement est-ce qu'on fait un focus sur le Rassemblement national ou sur Macron, etc. Parce que le jeu était un peu pipé et je trouve que c'est terrible de prendre en otage justement les élections européennes. Bon, c'est pipé. À un moment donné, il faut être responsable aussi. Non, ce que vous dites, non mais c'est pipé jusqu'à un certain point. Oui, mais chacun, il y avait 34 listes. Après, on va voter pour qui on veut. Il peut y avoir certes. Mais justement, est-ce qu'on a... Attendez. Alain Houpert disait, alors je réponds sur ça en tac au tac. Est-ce qu'on nous a laissé le débat est-ce qu'on nous a laissé le temps du débat européen? On a eu non, c'est pas vrai. On a eu un débat national qui a duré et les élections européennes ont duré combien? 2 semaines. C'est pas comme ça qu'on fait de l'Europe. Arrêtez. Non, mais c'est pas vrai. Après, évidemment, il y a les arguments des uns et des autres. Il y a des arguments. La campagne des européennes, je suis désolé de vous le dire, elle a duré 6 semaines. Et la plupart des invités ne parlaient que de politique, mais ils pouvaient parler d'autres choses. Et sur Internet, on pouvait voir tout ce que l'on voulait sur les arguments. Il faut arrêter, en fait, 2 secondes aussi. Mais on peut pas parler d'Europe juste à la veille des élections européennes, monsieur le journaliste. Non, mais on n'en a pas parlé uniquement. Non, mais attendez. Non, mais on en a tous pas parlé. Les 5 ans, c'est pareil. Non, mais après, vous dites pourquoi l'Europe sert à rien. Mais Karima Deli, c'est pour ça que vous avez réussi ce bon score. Mais oui, là, donc c'est pour ça. Mais c'est surtout que les Français sont prêts à parler d'Europe. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on leur vole, leur débat. Bon. Jean-Alain Capelle, il n'a pas été volé complètement le débat. La preuve, c'est ça continue. Oui, mais parlons des vrais sujets qui intéressent. Vraiment, c'est ça le truc. Jean-Alain Capelle. Je crois qu'en fait, ce scrutin parlez bien près du micro. Ce scrutin revêtait 2 enjeux. Il y avait bien évidemment un enjeu sur notre vision de l'Europe, et c'était l'Europe de Macron contre l'Europe des nations. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer aux Français. C'est une Europe qui continue à être soumise à l'Union européenne face à une Europe des protections. C'est ça que nous proposions. C'est le premier enjeu. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, depuis un an, opposait ce qu'il appelait les progressistes aux populistes. Il l'a dit ça, c'est pas faux. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Deuxièmement, ce scrutin était aussi doublé d'un enjeu national. Et c'est aussi Emmanuel Macron, ça, en revanche, qu'il a constitué, puisqu'il est rentré dans l'arène en disant je mettrai toute mon énergie pour battre la liste du Rassemblement national. Et il en a fait bien avant, aussi à l'issue de ce mouvement des Gilets jaunes qui a duré plus de 6 mois, et qui, je pense, d'ailleurs, n'est pas terminé. Il en a fait bien avant un enjeu national. Il a perdu les 2 combats. Il devait gagner cette bataille électorale, il l'a perdu. Le premier parti en France aujourd'hui est le Rassemblement national. On arrive en tête dans 70 départements. On gagne, vous l'avez dit, madame, justement, soit 600 000 voix par rapport à 2014. C'est notre record de nombre de voix de toutes les élections historiques de notre mouvement. On arrive en tête dans 9 régions sur 13. On arrive en tête dans la moitié des départements et territoires outre-mer. On arrive en tête partout. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le premier parti de France, et nous sommes, je pense, et nous allons incarner une alternance. Et si, en effet, un certain nombre d'autres, maintenant, ne se retrouvent plus, et je fais allusion à l'auditeur, Paul, tout à l'heure, qui disait il faut que les gens se rassemblent. Oui, nous ouvrons, nous, les portes, étendons la main à tous ceux qui veulent nous rejoindre, de droite comme de gauche, parce qu'en 98, moi déjà, ce slogan, je le connaissais. Nous disions ni de droite ni de gauche, mais nationaux et français. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous étions assez visionnaires. Ça a été un peu repris aussi par Emmanuel Macron, puisque du coup, il a constitué un gouvernement avec de la droite et de la gauche. D'ailleurs. Oui, mais je confirme, c'est de droite et de gauche, tout à fait. Nicolas Desmoulins. Donc justement, le Rassemblement national est devenu votre principale force d'opposition. Alors, j'aimerais simplement revenir sur ce que j'ai entendu avec tout à l'heure. Karima Deli. Oui, sur l'Europe. Moi, je suis rentré en politique il y a 2 ans. Je parle d'Europe depuis 2 ans. Donc, j'ai pas attendu 2 semaines pour les élections européennes. Emmanuel Macron, lors des présidentielles, a été le seul à être pro-européen. Il l'a dit dans son programme. Enfin, on a l'ADN européen, donc on peut pas nous taxer de pas avoir parlé d'Europe. Je continuerai à en parler. Laissez-moi finir, si vous pouvez me laisser finir, ça serait sympa. Non, mais tout à l'heure, on m'a coupé la parole aussi. Non, mais moi, j'ai pas la parole. Voilà. Donc, il y a eu 2 enjeux. Je suis pas naïf. Effectivement, nous, on a eu ce programme européen. À côté de ça, il y a un enjeu national. C'est évident. Karima. Non, mais je comprends, monsieur Emmanuel Macron
a bien fait sa campagne présidentielle sur l'Europe. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais à un moment, quand vous êtes à l'étranger, que vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas dire, justement, moi, mon adversaire, c'est Marine Le Pen. C'est une faiblesse de la France. Je vous le dis parce que moi, je suis députée européenne. On ne fait pas de cette élection un référendum pour dire anti-Le Pen, mais etc. on n'a pas fait un référendum. On a le droit aujourd'hui. J'ai bien écouté. On a le droit aujourd'hui de se prononcer contre Marine Le Pen. Et effectivement, Marine Le Pen est notre opposition. Ne me coupez pas la parole, je ne vous ai pas coupé la parole. On continuera à la combattre. Et donc, à partir de là, lorsqu'il envoie ce signal, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bâton qu'on lui tend et elle en fait un référendum anti-Macron. Et elle joue dans sa cour. Et c'est là le problème. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rentrer dans ces petites logiques, pour moi, qui sont de la politique politicienne, parce que le projet européen, c'est au-dessus. Les enjeux et les défis sont au-dessus. Moi, je dis une chose. Pour répondre à l'ensemble des crises aujourd'hui, il faut répondre par un changement de cap sur deux choses. L'urgence sociale et l'urgence climatique. Ouais. Pourquoi je dis ça? Et je termine par là, si vous voulez bien. Parce que c'est toujours les mêmes qui vont subir les injustices sociales et les injustices environnementales, c'est-à-dire les plus pauvres. Et dans la détresse, soit ils vont pas voter, soit ils vont voter pour le Front National. Et là, on a une responsabilité en tant que politique, et ce travail doit être fait. En tout cas, nous, les écologistes, nous ne laisserons pas faire. Pourquoi? Parce que même si vous avez 23 députés, le Rassemblement National, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire au Parlement? Et c'est là le drame, parce que vous aviez 25 députés. Non, mais vous aviez 25 députés. Moi, j'étais au Parlement européen. Franchement, est-ce qu'on a aidé les pêcheurs français? Non. Est-ce qu'on a aidé les agriculteurs français? Non. Nous, on a fait le boulot, quoi. Et je veux dire, c'est ça aussi. C'est que l'Europe. Vous avez tellement fait le boulot qu'il y a un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Mais vous avez rien fait. Vous avez une ferme qui. Vous n'avez jamais voté. On vous entend pas. Non, mais on va être responsable de ça, mais arrêtez. On est minoritaire au Parlement européen. On les écologistes qui ont fait 13%, ça reste assez modeste. C'est un bon score. Mais c'est un bon score. Bien sûr, mais je ne veux pas du. Même s'il y a 23 millions d'abstentionnistes de l'autre côté. Je ne veux pas le dénigrer. Maintenant, c'est une percée politique. Et ils nous ont habitués à cela tous les 5 ans lors des élections européennes. Je rappellerai quand même, M. Cohn-Bendit avait fait 17%. Bah oui, ça fait 40 ans. Très bien, mais derrière, on le sait très bien, derrière, à part dire qu'il y a une catastrophe climatique, il n'y a pas quand même grand-chose dans le projet. Le Rassemblement National est-il la seule opposition à Emmanuel Macron? On va continuer d'en débattre. Alain Houpert, vous reprendrez la parole parce que vous avez été interpellé dans un instant, juste après une première pause. Et puis les auditeurs qui peuvent nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 9h26. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h29, c'est la deuxième partie de notre débat ce matin avec cette question. Le Rassemblement National est-il la seule opposition à Emmanuel Macron, Véronique Jacquier? Eh bien, c'est du 50-50. 50-50. Ah oui. Oui, le Rassemblement National est-il la seule opposition à Emmanuel Macron? Les auditeurs sont très partagés. Paul nous dit... ça, c'est exceptionnel qu'on soit à 50-50. Ouais, on est à 50-50, c'est vrai, ça arrive très très rarement. Le Rassemblement National et l'opposition souhaitée par Emmanuel Macron, nous précise Paul. Emmanuel Macron ne voit pas la progression avec 70 départements qui mettent le Rassemblement National en tête. En 2022, ce sera tout sauf Macron. Et puis, autre commentaire, Anne, qui me remercie, pour mon honnêteté, puisque à 7h10, dans ma chronique, j'ai dit que le vote RN était aussi un vote de conviction, similaire à celui du RPR. En 1990, on se souvient notamment des idées sur l'immigration, qui étaient quand même très trash pour l'époque, en 1990, et ces idées, maintenant, sont portées par le Rassemblement National. Alors, Alain Houpert, qu'est-ce que vous dites? Parce que ça revient à ce que nous disait Paul en début d'émission. Il a connu le RPR des années 80 et 90. Et, le troisième commentaire que je voulais vous lire, c'était Eurasienne qui nous disait: je viens d'écouter Pécresse qui prône un élargissement aux centristes à l'UDI pour faire barrage au Rassemblement National. Tant que les Républicains n'auront pas viré les Pécresse, les Raffarin, les Juppé et consorts, le parti ne s'en sortira pas. Cette façon de faire de la vieille politique et de ne plus trouver de logiciel, vous êtes attaqué là-dessus par les auditeurs de Sud Radio et par les électeurs, parce que rappelons qu'1 million d'électeurs de François Fillon ont voté pour La République En Marche dimanche. Bon, c'est pas rien quand même. Alain Houpert, sénateur républicain. On est en train de nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un choix entre Macron et le Rassemblement National. Mais pour moi, mon pays n'a pas à choisir entre les coups de menton du Rassemblement National et sa politique de déshumanisation, à force de repli,
Et il n'a pas à choisir entre La République En Marche, avec sa politique d'algorithme déshumanisé. Actuellement, rien n'a changé. Et nous qui avons des racines gaullistes, républicains, nous avons à revoir, comme vous disiez, notre logiciel, à travailler sur un projet social humaniste, parce que nous sommes un parti populaire, à travailler sur une nation inclusive. Mais vous n'êtes plus un parti populaire. Alors non, vous n'êtes plus un parti populaire, parce que la droite populaire, elle est partie au Rassemblement national. La droite élitiste, oui, elle est partie du côté d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous, quand même, pour vous jouer votre survie, là, Alain Houpert. Mais en politique, on ne meurt pas. Les partis sont mortels. Oui, non, les hommes politiques ne meurent pas. On ne meurt pas en politique. Je suis dans un acte de résilience. Je vais vous éclairer aussi. Je crois qu'il faut arrêter aussi que vous trompiez, et vous les avez trompés pendant des années, vos électeurs. On ne peut pas avoir un discours. Vous trompez les électeurs de demain. On peut pas avoir. Mais écoutez, on ne peut pas avoir un discours à Paris sur l'immigration et avoir des députés européens qui votent pour les quotas et pour la relocalisation des immigrés. On ne peut pas avoir, en effet, à Paris, quelqu'un qui vous dit je vais protéger. Écoutez, vous avez voté contre le fichier des voyageurs. On ne peut pas. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on est contre le fichage, bien évidemment. Mais on ne peut pas avoir des gens à Paris qui vous disent qu'ils vont défendre les entreprises françaises et l'agriculture et continuer à négocier des traités de libre-échange comme vous le faites avec vos députés européens. Au mois de mars, il y a 2 mois, vos députés européens votaient pour le financement du regroupement familial. Et vous leur dites le contraire à Paris pendant l'élection. Donc vous avez trompé vos électeurs, ils vous ont quitté. Eh bien, nous leur ouvrons la porte, bien évidemment, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une véritable sincérité chez nous. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point, et je m'adresse en effet à vous, monsieur, qui êtes représentant de La République En Marche. Il y a quand même un message fort qui a été envoyé au président de la République, qui a perdu ce scrutin, et pourtant il s'y était quand même investi de manière personnelle. Et il y a une triple crise quand même en France qui a traversé, et les Gilets jaunes en sont un peu l'incarnation. Il y a notamment une crise de la démocratie. Et s'il y a eu un regain d'ailleurs, un regain de la participation, c'est parce que les gens aussi étaient contents, dans un scrutin aussi, avec un mode de scrutin proportionnel, de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il y a 5 600 000 personnes qui ont voté à l'Assemblée nationale, il y a 7 députés qui les représentent à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron là-dessus ? Il y a une crise sociale. Il y a une crise sociale importante avec tout de même 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, avec 6 millions de chômeurs. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron là-dessus ? Est-ce qu'il va continuer à gouverner pour une élite, ou est-ce qu'il va continuer à les mépriser comme il l'a fait ? Parce que dans la rue, il les a méprisés. Est-ce qu'à l'issue des urnes, il va continuer à les mépriser ? C'est ça la vraie question que moi je pose, parce que 50% des gens disent qu'ils veulent une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête ce matin qui a été publiée. 50% des gens disent oui, et 12% des gens disent qu'ils veulent un remaniement et un vrai changement de cap politique. Et Emmanuel Macron continue à dire, moi, je ne bougerai pas. Mais s'il continue à ne pas bouger pendant 3 ans, moi je crains, en effet, pour la fin de cette mandature. Oui. Moi aussi. Nicolas Desmoulins. Je vous rejoins. Bon, je vais répondre sur la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la spécialité du Front National. Dès qu'il y a excusez-moi, j'ai du mal à m'habituer. C'est la vertu de la démocratie, la 5e République. Dès qu'il y a un petit épisode, vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale. Franchement, ça devient ridicule. 6 mois de manifestation. En février, laissez-moi m'exprimer. En février 2017, je me rappelle, Marine Le Pen, après le 49-3 de Manuel Valls, avait demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. En décembre, elle a redemandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, je sais pas, franchement, ça devient complètement ridicule. Sur les résultats, puisqu'on parle des résultats. Moi, je suis quand même assez effaré de voir le Rassemblement national être satisfait. Enfin, un peu de modestie. Vous perdez 2 sièges. Vous perdez 2 sièges. Mais vous connaissez le mode de scrutin. Est-ce que vous perdez 2 sièges ? On a gagné 600 000 voix par rapport à 2014. C'est uniquement le mode de scrutin. Est-ce que vous avez des sièges en plus ? Non, mais il faut être. Nous, on a eu un objectif. Moi, je suis très clair. On a eu un objectif, c'est battre le Front National. Effectivement, on n'a pas réussi à battre le Front National. Voilà. Ce qui s'est passé, par contre, et là, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur le Sénateur. Je crois que les partis historiques, républicains et partis socialistes, n'ont a priori pas compris ce qui s'était passé il y a 2 ans. On est en train effectivement, on a un nouveau paysage politique qui vient de se consolider. C'est ça le message. Alors, moi, j'aime pas cette caricature En Marche et Front National. Je vais y arriver. Avec ces 2 partis, il y a 50% de l'électorat. Voilà, on n'est pas plus, on monopolise pas non plus tout l'électorat. J'en ai tout à fait conscience. Je rappelle qu'on a fait 24% au présidentiel. On sait d'où on vient, nous. 21%. On a fait 24%. Donc là, sur une élection européenne, on fait 1 point de moins sur une élection intermédiaire, ce qui est assez rare sur un parti qui est au pouvoir.
ces messieurs ont plus d'expérience que moi, mais en général, un parti au pouvoir sur une élection intermédiaire, en général, ressort affaibli. Il n'y a eu qu'une exception, ça a été Sarkozy en 2009, puisqu'il a réussi à faire une alliance avec les centristes. Vous gardez le cap, quoi. Il ne va pas y avoir d'infection de la... Mais il n'y a pas à garder il n'y a pas une question de garder le cap. On a un acte 2 à faire, on le fait au niveau national. Il y aura cet acte 2 aussi au niveau européen, puisque le paysage, on parle d'une élection européenne. Il y a un nouveau Parlement européen. Ça aussi, c'est nouveau, avec une nouvelle force. On va peser, puisqu'on a, nous, des alliés bien définis, contrairement d'ailleurs à l'extrême droite, on ne sait pas trop où on n'a jamais été aussi isolé de la scène européenne depuis qu'Emmanuel Macron. On verra où on sont nos alliances, mais a priori c'est pas très clair. On va pas regarder la répartition en fait au Parlement parce que bon, elle va venir et puis on la verra par la suite. Revenons quand même sur la scène aussi nationale par rapport à ça. Est-ce que Karima Delli, vous êtes donc Europe Écologie Les Verts, plutôt de sensibilité de gauche. Est-ce que la gauche aussi pourrait se reconstruire pour devenir une véritable opposition ou pas d'ailleurs à Emmanuel Macron? Mais je crois que c'est tous ceux qui ont compris qu'il faut changer le logiciel. Le logiciel, c'est qu'il faut sortir d'un système économique qui est hyper le libéralisme, qui détruit les hommes et la planète. Ouais. Et c'est ça qu'il va falloir justement rassembler. Et ça, vous pourriez travailler avec des personnalités Nous, on ouvre les portes et les fenêtres. Nous, il est grand temps, justement, de remettre, et je le redis, parce que là, vous faites... on commande des stratégies de politiciens et de tacticiens. Moi, je vous le dis, il faut parler du fond. Moi, je préfère dire aujourd'hui à votre micro que l'écologie, au fait, c'est hyper sympa, parce que c'est l'opportunité de reconstruire un monde nouveau. Où, au cœur, justement, de la matrice, c'est... redonner du bien vivre, c'est ça. Faire en sorte que demain, lorsque les enfants vont être dans des classes, dans les cours de récré, on va pas leur dire les enfants vous rentrez parce qu'il y a des pics de pollution. C'est pas le monde qu'on veut. De manger bio. Bah oui, parce que tout le monde doit pouvoir manger bio, parce que l'écologie, c'est pas un luxe pour les bourgeois ou les riches, comme j'entends. C'est pour tout le monde et d'abord les classes populaires. Ils sont pas condamnés à la malbouffe. Comment on fait justement pour plus décider que notre impact sur les 12 milliards qu'on met dans les énergies fossiles, elles vont aller demain dans la rénovation thermique, parce que c'est les plus pauvres qui vivent dans les passoires énergétiques. C'est comment justement on crée ce sursaut et ça, non mais bien sûr, non mais ça c'est intéressant. Et ça, vous pourriez constituer une force, un pôle suffisant pour véritablement peser. Un pôle donc, non seulement en Europe, mais également en France. Mais c'est ce que nous allons continuer à faire, parce que justement, comment vous allez faire, parce que Yannick Jadot là ne veut pas de l'apport des autres forces de gauche. Mais vous savez, vous allez faire. Là, il y a un auditeur. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron vous a attendu là? Il y a un auditeur, Alexandre, qui vous demande, pour faire rempart contre le Front National, pourquoi pas un rapprochement entre Emmanuel Macron et les Verts, comme ça, en plus pour la prochaine présidentielle. Ça sera bonnet blanc et vert bonnet. Non, mais il aurait les jeunes. Alors, je vous le dis à votre micro, il n'y aura pas de rapprochement entre La République En Marche et Europe Écologie, parce que nous n'avons pas la même matrice. Lorsque je vois que ce gouvernement sur l'urgence écologique, alors qu'on s'affranchit toujours de ce fameux dogme, justement, des 3% budgétaires. Et les gars, tous les investissements sur le social et l'environnement, il faut les sortir. Lorsque je vois qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques, on sait là où il faut investir dans la transition énergétique. Est-ce qu'on est à la hauteur? On n'est pas à la hauteur. Et lorsqu'on fait des virages, justement, sur ce, moi je le dis, ce système, mais le libéralisme est destructeur, et on ne peut pas avoir un double langage sur l'écologie. Et vous savez, c'est ça aussi qui a permis l'émergence de la poussée des Verts. Je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps de dire... Il y a les actes avant les paroles, et les Français attendent beaucoup d'honnêteté politique, qu'on revienne sur ce qu'on dise, qu'on aspire aussi à véritablement faire ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que tous les sinon, ça conduit à ce qu'on a connu, effectivement, et puis à ces 23 millions d'abstentionnistes. Mais bien sûr, et moi je pense que c'est maintenant l'enthousiasme pour créer un monde. Jean-Alain Capelle, Nicolas Desmoulins et Alain Houpert, on va conclure. Lié sur la constitution de notre groupe au Parlement européen. Ce qui a changé par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'aujourd'hui, vous avez bien senti qu'il y a quand même un soulèvement. Soulèvement, c'est un peu fort. Écoutez, il y a ce qu'on va appeler, ce que nous pourrions appeler le printemps des patriotes, malgré tout. Et vous voyez que dans un certain nombre de pays, notre projet aujourd'hui, permet un certain nombre d'alliances. Là, aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, nous avons 77 députés avant discussion. 77 députés qui s'articulent autour de 12 nationalités qui sont prêts déjà aujourd'hui à nous rejoindre dans le groupe que nous formions au Parlement européen, qui est le groupe ENL. Ça, c'est le premier point. Avant discussion, bien évidemment. Et nous visons aujourd'hui
Et nous pensons que nous avons la capacité, demain, avec un certain nombre d'alliances, de pouvoir constituer un groupe de 180 députés. Ouais. Si c'est le cas, nous constituerions à ce moment-là la deuxième force politique du Parlement européen. Ouais. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on essaiera de défendre les Français sur des sujets de protection, autour de l'immigration, autour de l'emploi, autour de l'agriculture et autour de l'entreprise. C'est ça que nous comptons faire, c'est peser demain au sein du Parlement européen. J'espère que vous serez un peu plus présent dans les commissions. Je vais laisser les partis qui sont arrivés en tête se battre, mais m'adresser à notre collègue. Notre collègue écologiste, nous voulons tous une France, une planète plus propre, plus belle. Mais regardez ce qu'ont fait les Verts en Allemagne. Les Verts en Allemagne, on va pas faire le débat là. On supprimé les centrales nucléaires et on fait des fonds de l'électricité avec des centrales thermiques à la lignite qui contaminent par les microparticules la région parisienne. Je peux faire un tac au tac quand même là. Franchement, je fais un tac au tac. Les Allemands, ils ont investi dans la transition énergétique. Qu'est-ce que ça a permis? Attends, ne me coupez pas, merci. 900 000 emplois dans les énergies renouvelables. Deuxième chose, Madame Merkel, elle prend son courage à deux mains. Elle dit on ferme. Certes, le nucléaire, on va avoir une période de transition, mais là, elle vient prendre l'accord pour dire quoi? Le charbon, 2032, c'est terminé. Mais nous, on en est où? 2032, c'est loin. On est loin des énergies renouvelables, etc. On va pas refaire ce débat. Merci à tous les quatre. On termine à combien, finalement? Eh bien, ça a changé. Le Rassemblement national est-il la seule opposition à Emmanuel Macron? Bien, c'est oui, maintenant à 51%. 51%. Bon, c'était très serré pendant tout ce débat. Merci à tous les quatre d'avoir participé. C'est pas toujours facile, évidemment, mais parlons vrai, on peut se dire des choses quand même. Enfin, ça, absolument. Continuez de nous appeler 0826 300 300 parce que Valérie Expert aura besoin de vous. Bonjour Valérie. Absolument, avec des sujets qui vous intéressent et qui vous concernent. Entre 10h et 11h, on va parler du démarrage tardif des émissions. Ça vous concerne, Patrick. Vous ne pouvez pas vous pousser. C'est le combat qu'on a mené avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet au début de l'année. Vous étiez nombreux à réagir. Ça suffit, les émissions qui commencent à 9h15, 9h20. Enfin, c'est pas possible. Véronique Jacquier. Je suis tout à fait d'accord. On aura Michael Zolto-Broda qui a réalisé tout un dossier sur le sujet parce que le CSA pour la première fois a auditionné, c'était lundi, les patrons de toutes les chaînes de télévision pour leur demander de faire des efforts quand même parce qu'il y a des chaînes qui démarrent à plus de 21h20, C8 étant je crois la plus mauvaise élève. Voilà. Et puis à 11h, écoutez, on va parler de ces djihadistes français qui ont été condamnés à mort avec en Irak absolument, et le gouvernement français qui a dit qu'il ne souhaitait pas que des ressortissants français soient exécutés. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Est-ce qu'on doit les abandonner à leur sort? Et puis la crise à droite, Laurent Wauquiez doit-il partir? Il s'accroche, il veut créer des états généraux. Qu'en pensez-vous? Tout à l'heure, à 11h. Merci Valérie. Et nous, dans un instant, on parlera avec Sylvie Brunel, qui est géologue, de toutes ces idées qui nous gâchent la vie: alimentation, climat, santé, progrès, écologie. C'est dans un instant. Restez avec nous, 9h44.